Lundi 12 juillet 2021, bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1. On regarde les titres de ce journal. Le vice-président de la Banque mondiale a visité à Korogo plusieurs projets multisectoriels de nutrition et de développement de la petite enfance. Toujours à Korogo, Ousmane Diagana a aussi visité des projets d'eau potable qui toucheront plus d'1 million de personnes d'ici à 2024. Accès à l'eau potable, le ministre de l'Hydraulique a procédé au lancement du projet de renforcement dans le Hambol. Selon Laurent Tchagba, la région est suffisamment approvisionnée et ce depuis l'installation d'unités compactes d'agrément qui permettent de ravitailler toute la région. Christian Emmanuel Sanon, un Haïtien de 63 ans, est soupçonné d'avoir commandité le meurtre du président Jovenel Moïse. Ce médecin qui vit aux États-Unis depuis plus de 20 ans aurait recruté 22 mercenaires via une société vénézuélienne basée en Floride. Voilà pour les titres, merci de regarder RTI 1. Dans quelques jours, Abidjan va abriter une rencontre de haut niveau visant à reconstituer les ressources de l'Association internationale de développement, IDEA. L'institution membre du groupe de la Banque mondiale a pour vocation de soutenir les pays les plus pauvres de la planète à travers des projets de développement. Avant sa tenue jeudi prochain, Mahama Traoré revient sur les enjeux de la rencontre. Voici son focus. 60 ans d'action au service constant de la lutte contre la pauvreté. C'est ainsi que l'IDEA, l'Association internationale de développement, résume son existence. Membre du groupe de la Banque mondiale, l'IDEA voit le jour le 24 septembre 1960 avec pour principale mission d'aider les pays les plus pauvres de la planète. Son action englobe les secteurs sociaux clés de la santé, de l'éducation, de la protection sociale, de l'eau, de l'assainissement, de la bonne gouvernance et de la création d'emplois. Comme bilan, l'IDEA a apporté à ce jour plus de 8000 projets à travers une centaine de pays pour un financement s'élevant à 391 milliards de dollars. En 2019, le montant des prêts accordés par l'IDEA à la Côte d'Ivoire s'élève à environ 600 milliards de francs CFA. 37 pays comme la Chine, la Turquie et la Corée du Sud sont passés du statut d'emprunteur à celui de donateur. Ces donateurs se réunissent tous les 3 ans afin de reconstituer les ressources de l'IDEA. La 20e assise de ce genre se tiendra ce jeudi 15 juillet à Abidjan. Cette rencontre de haut niveau verra la participation d'une vingtaine de chefs d'État du continent. Elle penchera sur la relance résiliente des pays africains face à la crise économique de la Covid-19. Fin de la visite de travail à Korogo du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans la région du Poro, Ousmane Diagana a visité plusieurs projets, notamment celui lié à la nutrition et au développement de la petite enfance, celui du renforcement de l'alimentation en eau potable pour les villes de Korogo et de Ferké, le laboratoire d'analyse des sols de Sinématiali et la zone agro-industrielle dédiée à la culture de l'anacarde. Ousmane Diagana aura passé 48 heures dans la capitale du Poro. Avant la fin de sa visite, le vice-président de la Banque mondiale a pu s'imprégner du mode de fabrication du beurre de karité. Il a aussi échangé avec les bénéficiaires des filets sociaux productifs. Les explications de Noël Niayo. Centre social de Korogo, dernière étape du séjour de 48 heures du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Les filets sociaux et leur impact ont constitué la trame des échanges à cette rencontre. Fait notable, ces acquis, ils sont éloquents. Mon mari a un verger, donc je me suis arrangée, j'ai fait un petit champ d'arachide. L'année passée, j'ai eu 4 sacs d'arachide. Donc j'ai vendu 3 sacs, j'ai gardé un pour la semence. Quand je reçois l'argent, je faisais jardin. Jusqu'à la fin de l'année, j'ai payé motopompe pour continuer mon jardin. Comme ces personnes à qui nous avons tendu notre micro, ils sont 16 835 bénéficiaires dans la région du Poro. Avant cette ultime étape, Ousmane Diagana et sa délégation sont allés rencontrer les femmes productrices de karité de la coopérative Shigata. En langue locale, il faut vivre longtemps pour voir beaucoup de choses. Voici qu'aujourd'hui, elles sont visitées par un haut responsable de la Banque mondiale. À lui, elles ont formulé
des doléances. Il ne qu'à nous aider à avoir un grand financement, des matériels, et puis certifier nos beurres. Puisque à cause de la certification, on n'a pas encore eu un grand marché à l'extérieur. Donc nous vendons ici entre nous, dans la Côte d'Ivoire. Donc le beurre ne sort pas. Les machines sont peu pour nous. Avec 124 femmes, pour une seule machine là, le travail ne s'avance pas. Vous avez vu comme le coin est calme, la machine est en panne. Donc on est obligé de s'asseoir, attendre. Le coût de l'électricité est cher. L'eau est chère. Faire un forage d'eau pour nous, pour diminuer le prix, le coût de l'eau, puisque nous employons beaucoup d'eau. Ousmane Diagana s'est dit disposé à les accompagner pour améliorer leur capacité de production afin d'être plus compétitives. De ce séjour à Korogo, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale s'est dit très satisfait des acquis de la Côte d'Ivoire sur la route du développement. Ousmane Diagana, qui a regagné Abidjan, était l'invité de RTI 1 au journal de 20h. Le vice-président de la Banque mondiale a fait le point de sa tournée à Korogo. Ousmane Diagana a aussi décliné la prochaine stratégie de la Banque mondiale dans notre pays, sans oublier de se prononcer sur la prochaine rencontre de l'IDEA qui se tiendra jeudi prochain à Abidjan. Voici un extrait de son passage. Je pense que nous sommes au début dans notre nouveau cycle de partenariat avec la Côte d'Ivoire. Je voulais féliciter les autorités ivoiriennes et les populations ivoiriennes à avoir mis déjà à notre disposition les informations qui nous permettent d'avancer dans le cadre des consultations qui sont indispensables pour que nous préparions une stratégie qui réponde aux besoins des Ivoiriens et aux besoins de la Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi féliciter la RTI d'ailleurs, qui fait partie, n'est-ce pas, des institutions avec lesquelles nous engageons ces consultations. Féliciter les femmes et les jeunes Ivoiriens qui ont partagé avec nous des idées. Demain, je vais avoir une discussion, une réunion spéciale avec les femmes ivoiriennes uniquement parce que le développement, pour qu'il soit véritablement durable, doit être profitable avant tout pour les femmes. Cette nouvelle stratégie nous permettra de définir de nouveau avec les autorités ivoiriennes des programmes structurants, des programmes transformateurs qui, nous espérons, vont amener la Côte d'Ivoire vers, n'est-ce pas, des lendemains encore plus importants, plus radieux. Quelle est la vision générale et puis quelles sont les priorités, hormis les femmes, pour cette stratégie ? Alors, c'est la consolidation des acquis qui existent déjà. Donc, rendre la croissance encore plus forte, plus durable, plus inclusive, sur la base d'un cadre macroéconomique plus sain et plus viable. C'est d'accroître les investissements dans les secteurs porteurs réellement de croissance. Quand on parle de secteurs porteurs de croissance, c'est l'agriculture, c'est les infrastructures. Faire en sorte que les bénéfices de cette croissance contribuent au développement du capital humain. Parce que véritablement, le développement, ça doit être d'abord ressenti par les populations, les hommes et les femmes. Donc faire en sorte que ce développement aussi soit inclusif, c'est-à-dire en particulier créateur d'emplois pour les jeunes. Alors, ce projet d'aide aux populations, il va en être certainement question lors du sommet des chefs d'État africains pour la reconstitution des fonds IDEA. Et c'est pour ça que vous êtes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la Banque mondiale attend de ce sommet? Quels sont les enjeux? Alors, nous voulons surtout écouter les leaders africains. C'est pour cela que je saisis l'opportunité de vous être interviewé pour remercier son Excellence, le président Alassane Ouattara, d'avoir eu l'idée de cette conférence et de nous avoir tous conviés, la Banque mondiale, mais également beaucoup de chefs d'État africains. L'IDA, depuis sa création en 1960, donc ça fait 61 ans, a contribué à financer des programmes extrêmement importants partout dans les pays à revenus faibles, en particulier en Afrique. Au cours de cette reconstitution de l'IDA, nous envisageons mobiliser au minimum 90 milliards de dollars pour le monde entier, dont 60 milliards de dollars seront mis à la disposition des pays africains. Mais au-delà de la mobilisation, nous voulons que ces programmes ces ressources soient orientées vers des programmes qui changent la donne,
qui mettent les États africains, tous et chacun des États africains, sur la voie de l'émergence, sur la voie du progrès économique et social. Merci, M. Diagana. Vous avez dit être ravi d'être de retour en Côte d'Ivoire. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous auriez à dire à ces Ivoiriens qui vous regardent ce soir? Que la Côte d'Ivoire est un pays qui bouge, qui progresse. Moi, j'étais là quelques années seulement après la période post-électorale, la crise post-électorale. C'était une période où nos programmes étaient essentiellement orientés vers la reconstitution, vers la reprise. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a dépassé cette période. Donc, les investissements nouveaux que nous allons faire sous la direction, bien sûr, des autorités ivoiriennes vont amener la Côte d'Ivoire véritablement vers le développement. Je vous le disais en titre, dans la région du Hambol, la question du déficit en eau potable est désormais un vieux souvenir. Désormais, de l'eau potable est fournie aux populations et même à l'excès, avec un excédent qui se cumule à plus de 2500 mètres cubes par jour, et ce depuis l'installation à Dabakala et à Niakara d'une unité compacte d'agrément des UCD dans le cadre du projet d'urgence pour améliorer l'accès des populations à l'eau potable. Plus de détails avec Léon Brou. Voici l'acte du ministre de l'Hydraulique et de son collègue des Mines qui atteste de la disponibilité de l'eau potable désormais à Niakara. 2500 mètres cubes pour un besoin de 1781 mètres cubes, soit par jour un excédent de 719 mètres cubes d'eau potable grâce à cette UCD ou unité compacte d'agrément venue renforcer la capacité de production de l'usine d'eau potable de Niakara. Déjà, des ménages peuvent tourner la page de la pénurie d'eau. Chez nous, on n'a plus de problème d'eau. En tout cas, dans mon quartier, l'eau vient 24 heures sur 24. Avec cette autre UCD, production excédentaire d'eau potable aussi à Dabakala, 1842 mètres cubes par jour. Mais ici, comme à Niakara, pas d'eau potable pour tous les ménages. En cause, la vétusté ou l'inexistence de canalisation, des questions à régler par l'extension du réseau d'adduction d'eau potable et les émissaires du gouvernement en lancent ici les travaux. Une chose est d'avoir de l'eau, mais une autre chose est de faire en sorte que cette eau arrive dans les ménages. Et comme nous savons qu'il y a beaucoup de quartiers qui se sont créés, mais ces quartiers ne sont pas canalisés. Nous avons eu l'autorisation du président de faire l'extension du réseau dans toutes ces villes pour que toutes les populations puissent en avoir accès. 55 km additionnels de canalisation en 10 mois pour ravitailler 2500 nouveaux ménages de Dabakala. Quant à Niakara, seront approvisionnés 2000 ménages supplémentaires avec 42 km de canalisation nouvelle. Lorsque ce projet sera terminé, les besoins en matière d'adduction d'eau seront résolus définitivement à Niakara. Alors, rendons un vibrant hommage au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous ne pouvons que dire merci et demander aux populations de continuer de croire en la vision et au président de la République parce qu'il est en train d'adresser les questions essentielles de la pyramide des besoins de notre région. Environ 1 milliard, le coût de l'extension du réseau d'eau à Dabakala et Niakara et plus de 21 milliards de francs CFA, le volume de l'investissement pour l'accès de tous à l'eau potable dans la région du Hambol. La tribune d'échange du Conseil économique, social, environnemental et culturel recevait ce lundi 12 juillet le directeur général du Conseil Café Cacao, Yves Brahima Koné, avait à ses côtés le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable à Kobenakwasi à Djoumani. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs conseillers du CSEC ont été instruits sur la durabilité du secteur cacao. Rappelons que le concept milite pour un rehaussement du niveau et du cadre de vie des producteurs de cacao. Le compte-rendu de Jean-Luc Mangbo. Elle se veut une nouvelle tribune d'échange du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, autour de questions majeures liées à la vie de la nation. Les grandes rencontres du CESEC avaient pour cette session inaugurale comme conférencier principal le directeur général du Conseil Café Cacao. En notre qualité de Conseil du gouvernement et des chambres parlementaires, il nous revient d'appréhender les enjeux et les défis de ce secteur et de nous imprégner des préoccupations de ces acteurs. Notre institution
se doit d'être proche du vécu des populations, notamment celle du monde rural. La durabilité du secteur cacao, c'est sur ce thème que le patron du Conseil Café Cacao a instruit les conseillers. Un thème qui lui a permis de rappeler l'ensemble des actions menées pour l'amélioration de la qualité de vie des producteurs. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de produire. Il y a un impératif de vendre le cacao, de bien vendre. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a également saisi cette occasion pour exposer les résultats obtenus par l'agriculture ivoirienne du fait des réformes entreprises dans le secteur. La mise en œuvre de toutes ces mesures par le gouvernement a permis à notre pays de consolider sa position de premier producteur mondial de cacao et de cola et de se hisser au rang de premier producteur et exportateur mondial de la noix de cajou. La tribune du CESEC recevra durant tout le mois de juillet d'autres conférenciers responsables de filières agricoles comme l'EVA, le palmier à huile, le coton ou l'anacarde. On ne relâche pas les efforts dans la lutte contre la Covid-19. Tout de suite, le point de la situation. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 12 juillet 2021 2 nouveaux cas de Covid-19 sur 93 échantillons prélevés, soit à 2,1% de cas positifs, 39 guéris et 0 décès. À la date du 12 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 48 869 cas confirmés, dont 48 242 personnes guéries, 319 décès et 345 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 735 566. Le 11 juillet, 951 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 857 406 doses. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. 60 Ivoiriens réfugiés au Ghana depuis 2011 sont de retour au pays, un retour volontaire qui a été rendu possible grâce aux efforts conjugués du HCR et de la DARA, la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Toujours selon la DARA, au moins 280 000 réfugiés ont déjà regagné le pays. L'éclairage de Moussa Konaté. C'est la joie des retrouvailles. Olivier Lallier est heureux de revoir ses parents et proches. Réfugié au Ghana depuis 2011, il est aujourd'hui de retour au pays. 10 années, ce n'est pas 10 mois, ce n'est pas 10 jours. On a traversé des difficultés, en tout cas des amertumes et autres. Donc, aujourd'hui, nous sommes heureux de rentrer dans notre pays. Dans ce convoi, ce sont 60 personnes résidant au Ghana depuis la crise post-électorale qui retrouvent la mère patrie. Le retour volontaire a été facilité grâce aux actions conjointes du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et de la Direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides. Le pays aujourd'hui est en paix. Depuis l'amnistie qui a été décidée par le chef de l'État, vous savez, tout le monde est rentré. Il n'y a vraiment aucune menace. Leur retour vraiment face des émules, fait en sorte que ceux qui sont encore là-bas, qui hésitent, puissent leur emboîter le pas. Désormais, sur le sol ivoirien, ces réfugiés vont donc bénéficier de soutien et encadrement. Notamment, leurs enfants pourront intégrer le système éducatif. En partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, nous avons une plateforme qui s'occupe spécialement de l'insertion ou de la réinsertion des enfants. Depuis 2011, il y avait plus de 4 000, disons 4 600 qui ont été insérés dans les circuits scolaires. Plus de 20 000 dans les secondaires. Selon la DARA, 300 000 Ivoiriens avaient trouvé refuge hors du pays en 2011. À ce jour, plus de 280 000 sont rentrés en Côte d'Ivoire.
Ce lundi 12 juillet marquera d'une pierre blanche l'arrivée de Kandia Camara à la tête de la mairie d'Abobo. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora a été choisi à l'unanimité par les conseillers municipaux de la commune. Le nouveau maire d'Abobo, Kandia Camara, entend marcher dans le sillage de son prédécesseur, Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars de cette année. Plus de détails avec Didier Nguessan. Elle reçoit les insignes dus à son nouveau rang de maire. Kandia Camara vient d'être élue à la tête du conseil municipal d'Abobo à l'unanimité des 44 conseillers municipaux votants. Elle succède ainsi à ce poste à Ahmed Bakayoko qui a rangé définitivement l'écharpe de maire le 10 mars dernier suite à son décès. Nous sommes venus reconnaître son mérite, reconnaître son engagement et l'encourager à porter très haut le flambeau déjà porté avec beaucoup de finesse et d'engagement par son prédécesseur. La maire élue Kandia Camara lui a rendu un vibrant hommage. Je voudrais, au nom de mes collègues, prendre l'engagement de m'inscrire dans la continuité pour continuer l'œuvre importante, gigantesque, entamée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, maire de la commune d'Abobo, afin que de là-haut, qui puisse être rassuré, qui puisse être fier de ceux qu'il a laissés ici, qui puisse être heureux en se disant qu'il n'a pas travaillé en vain. Pendant 3 mois, Jeanne Peumont, première adjointe au maire, avait assuré l'intérim. Elle et les 5 autres adjoints au maire sont reconduits à leur poste au terme du vote. Le préfet d'Abidjan, Germain François Goun, a supervisé cette élection, assisté du doyen d'âge des conseillers municipaux. Toujours ce lundi, dans l'actualité, le RHDP est devant la presse. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix s'est prononcé sur l'actualité politique du moment. Son directeur exécutif, Adama Bictogo, est revenu sur les récentes sorties de l'ex-président Laurent Gbagbo. Le compte-rendu de Sidonie Davila. Décortiquant les sorties politiques de l'ancien président Laurent Gbagbo, le directeur exécutif du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, s'est voulu clair. Ce dont il s'agit, c'est lorsque M. Gbagbo refuse d'être respectueux des textes. La Constitution a été votée en 2016, en novembre. Constitution portée par M. Bédié lui-même, par le groupement politique d'alors, voté à une large majorité. La démocratie, c'est la loi de la majorité dans le respect des minorités. La majorité a voté donc cette constitution. Nous sommes donc passés à une autre république, à une nouvelle république. Pour nous, les choses sont très claires. Le président Alassane Ouattara est droit dans ses bottes. Il est le président de la République de la Côte d'Ivoire, point barre. Face à la presse nationale et internationale, Adama Bictogo s'est aussi prononcé sur une éventuelle rencontre entre l'ex-président Laurent Gbagbo et le président de la République, Alassane Ouattara. C'est au président d'apprécier de l'opportunité d'une rencontre avec tel ou tel. Ce sont ses prérogatives, mais en tout état de cause, tout acte que pose le président va dans le sens de rassembler les Ivoiriens. Parce que le RHDP se veut la force motrice du rassemblement de tous les Ivoiriens, mais dans le respect des textes et dans le respect des fonctions. Fonctions incarnées par la plus haute personnalité, le président Alassane Ouattara. Pour le directeur exécutif du RHDP, il faut aller à l'essentiel, la paix et la réconciliation. Que M. Gbagbo le sache, le RHDP sera aux côtés du président Alassane Ouattara pour mener toute la bataille qu'il faut jusqu'à la dernière énergie pour maintenir la stabilité et la paix dont a besoin le peuple de Côte d'Ivoire. Le RHDP est pour la réconciliation, le renforcement de la cohésion sociale, mais dans le respect des fonctions républicaines. Nous avons du respect pour les anciens chefs d'État qu'ils ont été. Nous leur demandons de respecter le président de la République, Alassane Ouattara. Rien ne s'imposera au président Alassane Ouattara, et encore moins au RHDP.
Nous n'avons pas besoin de dialogue national. Les institutions fonctionnent, l'Assemblée fonctionne, toutes les institutions sont en place. Nous ne sommes pas un pays en crise. Cette conférence de presse du RHDP fait suite à la rencontre entre les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié à Daoukro. On continue à parler du RHDP avec la rentrée politique des cadres de la diaspora du Folon qui s'est déroulée au foyer des jeunes de la commune d'Abobo. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de la rencontre, une rencontre au cours de laquelle les cadres du parti ont galvanisé leurs militants pour les prochaines joutes électorales. C'est un reportage d'Ahmed Traoré. Les œuvres du président Alassane Ouattara et ses actions en faveur de la paix et de la réconciliation nationale qui impactent positivement le quotidien des Ivoiriens sont les raisons qui motivent les militants du RHDP de la région du Folon. Ils ont fait une rentrée politique pendant laquelle les cadres du RHDP de la diaspora se sont prononcés. Selon eux, le président Alassane Ouattara reste égal à lui-même. À la lecture des résultats des dernières élections, surtout élections législatives, et même partiel, on s'est rendu compte que le RHDP a perdu dans des zones, non pas parce que nous n'avons pas de militants dans ces zones-là, mais parce que les militants ne sont pas mobilisés pour aller voter. Donc c'est le faible taux de participation qui a joué contre le RHDP. Rien ne peut se faire sans la paix. Nous allons prôner la paix. Ensuite, nous allons sensibiliser nos parents pour qu'ils se donnent la main, pour qu'on puisse mieux travailler pour le compte du RHDP. Gaoussou Touré, parrain de cette cérémonie, est allé dans le même sens, avant de féliciter les initiateurs. Les parents viennent de signer un pacte de fidélité, de solidarité pour le président Alassane Ouattara. C'est le développement qui prime. Nous devons rassembler large, en voyant tous les fils et les filles du district du Denguélé. C'est le top démarrage des actions pour le développement que nous venons d'entamer au niveau du Folon. Cette cérémonie de reconnaissance au président de la République vise à encourager tous les militants du RHDP du Folon et profiter pour les mettre en ordre de bataille pour les futures échéances. Le reportage d'Ahmed Traoré était commenté par Éric Goré. Autre chose à présent, le centre artisanat de la ville d'Abidjan a reçu la visite du ministre de la promotion des PME. Il s'agissait pour Félix Anoblé d'écouter les artisans et de toucher du doigt leurs conditions de travail afin de mieux les accompagner dans le développement de leurs activités. On fait le point de la visite avec Dangui Dangui. Là, dans tous ces états, des pièces de toutes les formes, de toutes les couleurs rivalisent de beauté et inondent d'émotions esthétiques le centre artisanal de la ville d'Abidjan, Cava. Martin, un visiteur, succombe au charme d'un objet d'art. J'ai acheté un léopard. Les choses ici me plaisent beaucoup. Après avoir visité plusieurs stands du Cava, toucher les pièces, échanger avec les artisans et les commerçants, le ministre de la promotion des PME et de l'artisanat, de la transformation du secteur informel, Félix Anoblé, est impressionné. J'ai été marqué par la présence d'un masque de chez moi, du masque Crewman, qui donc est présent sur ce site et de l'histoire de ce masque sur ce site. Autant dire que le génie des artisans, la patience des commerçants continue de faire rayonner le centre artisanat de la ville d'Abidjan-Cava malgré les défis auxquels ce secteur est confronté. Nous sommes très contents pour la visite du ministre. Vraiment, c'est une grande première. Tout ce qu'on demande à monsieur le ministre, c'est de faire la promotion pour les artisans et nous aider pour faire les formations. Félix Anoblé s'est engagé à prendre toutes les dispositions pour rendre le Cava plus visible. Nous aurons des programmes d'accompagnement qui vont être des programmes non seulement de la formation, mais de la digitalisation du travail des artisans. Donc il fallait voir aujourd'hui dans quelles conditions ils sont pour réfléchir et mieux adresser les solutions du futur qui sont proposées par le président de la République pour les artisans de Côte d'Ivoire. Le centre artisanat de la ville d'Abidjan-Cava s'étend sur 1,5 hectare dans la commune de Marcory, compte 137 stands et environ 400 artisans.
La culture, facteur de cohésion et de développement, c'est le thème de la première édition du festival E Adjalike. Afin de promouvoir et de valoriser la culture du peuple Agba, le festival se veut un rendez-vous culturel gastronomique. Plusieurs danses et jeux traditionnels en voie de disparition ont été ressuscités. Le reportage de Soro Corona. Le Ndolo, jeu des jeunes filles pratiqué au clair de lune dans les villages du peuple Agba, n'est plus vu depuis des décennies. La Guémélé, danse de réjouissance, est aussi en voie de disparition. Pour faire revivre ces jeux et danses, mais surtout valoriser et promouvoir le riche patrimoine culturel Agba, un festival se tient désormais à Dida Kayabo, village du département de Bukanda. Le festival E Adjalike est à sa première édition. C'est donc dans l'optique de valoriser et promouvoir les atouts culturels et touristiques de cette partie de la Côte d'Ivoire et du peuple baoulé Agba que le festival des arts et de la culture de Dida Kayabo dénommé E Adjalike Festival a été initié. Faire du festival E Adjalike un rendez-vous culturel annuel reste un défi à relever pour les initiateurs. Pour la valorisation des danses traditionnelles en voie de disparition, des initiatives sont à prendre. Le secrétaire d'État chargé du logement social, Nguessan Lataille, fils de la localité, entend mettre un comité de suivi en place pour les prochaines éditions. On a fait un recensement et on a donné les moyens pour qu'on donne les équipements pour que ces danses renaissent, pour que ça soit perpétué. Et donc on va mettre en place un comité de suivi de ces valeurs afin qu'elles ne disparaissent pas après le festival. Parrain du festival E Adjalike, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, s'est félicité de la tenue de ce rassemblement culturel. Il a invité le peuple baoulé à la cohésion et au développement. Tout ce que nous recherchons, c'est la paix et la cohésion. Je pense que le thème de votre festival, c'est comment la culture peut contribuer à la paix et à la cohésion. Et ça, c'est essentiel. Parce que s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de cohésion, on ne peut pas se développer. Le ministre Nguessan Kofi Lataille et moi-même, nous travaillons aux côtés du président Alassane Ouattara pour porter vos préoccupations au président Alassane Ouattara pour qu'il puisse donc vous aider. Visite des stands, prestation de plusieurs danses traditionnelles, récompense des meilleurs écoliers du village de Dida Kayabo ont constitué les temps forts de la première édition du festival E Adjalike. Lancement à Boaké des phases finales du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Plus de 600 festivaliers venus de 36 régions du pays prennent part à la compétition qui se déroule dans le strict respect des mesures barrières. L'initiative est du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le festival a pour objectif non seulement de créer une saine émulation entre les apprenants, mais aussi de détecter de nouveaux talents. Dans l'actualité hors de chez nous, en Haïti, le directeur de la police nationale dit avoir mis derrière les barreaux un Haïtien, Christian Emmanuel Sanon. La police soutient que l'homme de 63 ans, qui se présente comme un médecin, est l'un des commanditaires de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il aurait recruté à travers une entreprise vénézuélienne en Floride, aux États-Unis, les membres du commando qui se sont rendus à la résidence privée du président. Cependant, de nombreuses zones d'ombre subsistent dans cette enquête. Ce journal est terminé. Vous pourrez le revoir sur l'ensemble des plateformes digitales du groupe RTI. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une belle vie et une agréable soirée. Bonsoir et que la paix soit chez vous.